Voilà, j'y vais. Quand tu veux. Ah bah c'est parti. Donc je vais vous raconter une histoire de désordre et d'étincelles. Ça se passe dans le dernier tiers du XVIIe en France. Donc le désordre, ça paraît un peu surprenant parce que c'est quand même le moment du grand temps classique, hein, le roi soleil, la monarchie absolue, Versailles, tout qui a l'air extrêmement guindé, figé, écrit dans le marbre. Pourtant, ça frissonne. C'est rare pour le marbre, c'est pourtant ce qui se passe. Donc c'est un peu ce que va illustrer l'histoire de Mademoiselle de Maupin, qu'on connaît assez peu en réalité, qui est pourtant une histoire, on pourrait dire excessive, enfin qui ferait un film hollywoodien avec tous les ingrédients possibles. Mademoiselle de Maupin, c'est l'enfant d'un maître d'armes, donc quelqu'un qui apprend à se battre à l'épée, au fleuret, etc. Bon. Le dit maître d'armes est veuf et il a manifestement le sens des affaires et de la paternité. Il décide d'apprendre à sa fille le maniement des armes et de faire avec elle des démonstrations, mais elle, habillée en homme. Donc elle démontre ses talents et une fois qu'elle a défait l'adversaire, elle révèle qu'elle est une femme. C'est excellent pour le commerce. Bon, un jour, elle tombe amoureuse, elle s'en va sur les routes avec son amoureux, qui est un homme pas tout à fait de sa condition, c'est une espèce d'aristo un peu voyou, un peu rogné par la famille. Donc ils partent et, après tout, ils ont entre les mains un trésor, ils savent tous les deux se servir de leurs armes, donc ils font des démonstrations. Ça va très bien pendant assez longtemps, elle a toujours un énorme succès sans qu'il y ait le moindre scandale. Les histoires d'amour, c'est connu, ça se termine mal en général, donc ça s'arrête, elle erre un peu, elle est toute seule, donc ça devient un peu difficile d'être maîtresse d'armes seule, et elle arrive à Marseille. À Marseille, elle se fait engager à l'opéra. Comme quoi, à l'époque, on se souciait relativement peu de technique, mais elle avait une très très belle voix de contralto, mezzo-contralto. Trouve du travail tout de suite, elle retombe amoureuse, mais là, d'une jeune fille. Elles ont une liaison très discrète ensemble, la famille est quand même au courant. La famille met la jeune fille au couvent à Avignon, et il en faut plus pour arrêter Mademoiselle de Maupin, qui plante là l'opéra et va se faire engager comme novice au couvent. Elles filent donc toutes les deux le parfait amour, jusqu'à ce que ça se devine, ça se sache. Problème, famille pas contente, procès. La Maupin, qui n'a quand même pas attendu le résultat du procès, est partie pour Paris. Elle a eu raison, elle a été condamnée quand même à mort. Les jugements et les juridictions étaient étanches, donc à Paris, elle ne risque rien. À Paris, elle va se faire engager à l'opéra. Elle devient une énorme star, on écrit pour elle, des musiciens qui sont très connus, notamment des chanteuses, par exemple André Campra. Et ça va remarquablement bien pour elle. Le soir, elle va quand même traîner un peu en homme. Elle aime ça, ça lui plaît. On peut se demander pourquoi ça lui plaît. Il ne semble pas que ce soit uniquement à cause de cette sexualité un peu hybride ou riche. Elle retombe amoureuse par-ci par-là jusqu'à retomber dans un vrai grand amour. Alors, toutes ces amours divers, évidemment, quand même, il y a des... C'est évident que c'est une star à l'intrigue, elle est spéciale quand même, Mademoiselle de Maupin. Donc elle a quelques ennuis par-ci par-là avec des messieurs qui la cherchent. Ils la trouvent. Donc elle a des duels régulièrement. C'est totalement interdit. Ça n'a aucune importance. D'autant que ce ne sont pas des duels à mort, ce sont des duels au premier sang.
Donc bon, c'est vraiment juste pour démontrer qui est le plus fort. Son dernier amour, qui est une marquise dont tout le monde dit qu'elle était parfaitement ravissante, meurt. La Maupin arrête tout. C'est totalement admirable, ce trait 17e. Elle se retire, comme on disait à cette époque-là, elle se retire au désert, c'est-à-dire elle, seule. Elle fait sa paix, avec elle, avec Dieu, peu importe. Elle meurt à 37 ans. J'ai complètement oublié de vous dire qu'elle était née en 1670. Fin de cette histoire. Donc on voit assez bien le désordre, on voit assez bien l'étincelle. Ce qu'on peut se demander, c'est quand même comment, dans tout ce marbre, peut naître une histoire comme celle-ci. C'est quelqu'un qui, peu importe les histoires sexuelles, bon, ce serait le film hollywoodien, on nous ferait quelque chose sur le refus de l'assignation au genre, etc. Je pense que c'est plus intéressant que ça. C'est quelqu'un qui s'invente, qui ne se trouve pas de borne à sa liberté. C'est-à-dire, elle est fleurettiste, elle est épéiste, eh ben elle sera également chanteuse. Il n'y a pas d'exclusive. Elle se plaît en une jolie femme, elle se plaît en un joli garçon, allons-y. C'est ça que je pense vraiment intéressant, d'essayer de comprendre d'où ça sort dans cette époque qu'on nous dit si coincé, gourmet, guindé. Alors, le truc, c'est que, en fait, ce 17e, il n'est pas du tout gourmet, guindé. C'est un siècle très troublé. Pour toutes sortes de raisons, et ça se manifeste de façon assez diverse dans différents domaines. C'est toujours comme ça que se crée un imaginaire singulier, c'est à partir d'une histoire singulière branchée sur l'imaginaire collectif, forcément. Or, dans cette fin de siècle, il y a eu beaucoup de chocs. Je ne vous parle même pas de Galilée, qui quand même a saisi son monde, c'est le cas de le dire, en décentrant l'univers, en disant, bon, c'est comme ça, hein, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ce qui a produit quelques émeutes en Italie. Ça a produit quelques émeutes en Italie parce que, contrairement à ses prédécesseurs prudents, lui a écrit un certain nombre de ses travaux en italien et non pas en latin. Ce qui fait que les gens normaux, pas les clercs savants, les gens normaux ont pu le lire et se sont dit, tiens donc, quitte à décentrer, décentrons tout. Mais bon, Galilée, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, hein, ça fait 50-60 ans avant. Mais disons que c'est, sinon intégré, du moins un tantinet amorti. Il y a eu d'autres chocs, plus récents. Il y a les guerres civiles religieuses, ce schisme au sein de l'Église catholique romaine, qui se réactive régulièrement. La révocation de l'édit de Nantes, ça va être 1685. Donc elle a 15 ans. Il y a une chose assez stupéfiante, qui est la décapitation du roi Charles d'Angleterre, 1649. Ça, on peut imaginer que ça saisit profondément. C'est-à-dire non seulement la décapitation, mais l'établissement d'une république en Angleterre. Les liens avec la France sont extrêmement étroits. Vous avez également les Pays-Bas, hein, la Hollande, pour faire simple. À l'époque, c'est ce qu'on appelle les Provinces-Unies, qui, elles aussi, juste un an avant, en 1948, établissent vraiment leur indépendance de république par rapport à la monarchie d'Espagne dont elles dépendaient. C'est pas mal, il faut faire avec tout ça. Il y a également des émeutes en France. Bon, vous savez, émeute, émotion, c'est ce qui vous sort de vous-même, c'est la même chose. La Maupin est plus sur l'émotion, le social est plus sur l'émeute. Tout le siècle est marqué par des émeutes, des émotions populaires, aussi bien rurales qu'urbaines. Et il y en a une qui est restée quand même célèbre, qui est celle des bonnets rouges. C'est en 1675, donc pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé il y a quelques années en Bretagne, sauf que bon, cette grande révolte des bonnets rouges se passe aussi en Bretagne. Pour des raisons de refus d'impôts, et c'est
c'est considérable. Ça agite toute la Bretagne. Quand je dis ça agite, bon, ils ne manifestent pas. Hein. Là, ils brûlent les châteaux. Ils vont piller le trésor public. Ils font peur. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des paysans, il y a des petits bourgeois et quelques aristos qui s'en sont parmi de ne plus être dans le régime féodal. Donc ce qui est assez magnifique, c'est que même s'il y a des morts et répression, ça marche. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gros impôts seront baissés spécifiquement pour la Bretagne. Donc tous ces énervements divers, ça se retrouve dans ce qui fait un humain qui naît et grandit à cette époque-là. C'est évident qu'il y a un certain... Ça tend vers une libération de quelque chose. Alors c'est flou, on ne sait pas forcément de quoi, on s'interroge, mais ça y tend. D'ailleurs, elle meurt d'une certaine façon à l'aube d'un 18e, qui vient aussi de tout ça, et qui inventera pas seulement le champagne, mais aussi quand même la Révolution. Là, la dernière chose, dans l'immédiat, qui là va concerner assez particulièrement la Maupin, c'est aussi l'irruption de l'opéra. Ça n'existait pas, c'est absolument génial, une forme d'art qui apparaît, elle est toute neuve, où il y a tout à faire, tout est possible. C'est importé d'Italie par Mazarin, italien comme chacun sait, et Louis XIV va créer en 1650, à peu près, j'ai un doute, non je crois que c'est ça, le théâtre royal consacré à l'opéra, et du coup évidemment les compositeurs vont naître, écrire pour l'opéra. Donc elle est au carrefour de tout ça, sur ce fond à la fois d'ardeur à aller au mieux de ce qu'on peut être, à se libérer de tout ce qui peut être entrave, et en même temps un questionnement de qu'est-ce qui est le plus adéquat pour moi, qu'est-ce qui est le plus juste là maintenant, avec cette butée finale du retrait, s'il n'y a plus d'amour, ma vie n'a plus de sens, donc j'attends dans la solitude la mort. C'est une histoire qui va disparaître, qui sera un tout petit peu réactivée, de façon biaisée, par Théophile Gautier, l'auteur du Capitaine Fracasse, à peu près à la moitié du XIXe siècle. Lui va écrire un livre qui s'appellera Mademoiselle de Maupin, qui est assez loin, en réalité, de la vraie Émilie ou Julie de Maupin, puisqu'on n'a pas, elle portait les deux prénoms, mais qui vaut pour sa préface, qui a fait un scandale inouï, où il attaquait l'ensemble des codes de son époque, enfin des codes dominants, hein, et notamment la critique, qui à ce moment-là réclamait une littérature utile. Utile, c'est-à-dire morale, qui donne le bon sens qu'il fallait suivre, les bons repères, une littérature quasiment éducative. Et lui écrit cette préface et écrit peut-être ce livre pour dire non. La beauté des choses, c'est un luxe, c'est le plus important dans la vie. Et il rappelle, de façon assez provocante et drôle, que l'endroit le plus utile dans une maison, ce sont les toilettes. Voilà. On arrête là, je pense que c'est assez explicite l'étincelle, en se rappelant que c'est sans doute d'étincelle en étincelle que se dessine peu à peu un chemin vers une libération et qui progressivement pourra être collective.